Jean-Joseph Boileau, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller économique pour les grands pays émergents au club du CEPI. Vous êtes cofondateur d'Euro-India Economic et Business Group. Et vous venez de m'accorder une interview autour de la parution de votre dernier livre qui est L'Inde ancienne au chevet de nos politiques aux éditions du Félin. On va profiter de la publication de votre livre pour faire un petit point conjoncturel sur l'Inde, très simplement. C'est vrai que c'est un pays auquel on s'intéresse sans doute trop peu. Alors, très simplement, où en est l'Inde aujourd'hui? Il y a un ralentissement chez les BRICS qui semble acté. Quelle est la trajectoire indienne par rapport à celle du Brésil, de la Russie, de la Chine, etc.? On s'était vu en 2014, si j'ai Absolument. bon souvenir. L'Inde était dans la phase où on l'attaquait en la mettant dans le même groupe des 5 fragiles. Voilà. Le fait 2,5 de croissance en 2014. Voilà, le fait est que l'Inde a quand même le record du taux de croissance parmi les grands pays, on dit, parce qu'il y a des petits pays qui font quand même des 10-12% de croissance. Donc l'Inde elle-même a corrigé en disant, voilà. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a son taux de croissance, ça y est, a dépassé celui de la Chine. Et pour les 3 ans à venir, y compris le FMI, etc., converge vers cela. Pourquoi l'Inde est dans cette situation? Parce que c'est un groupe à lui tout seul. Je crois que les gens qui comparent des pays comme la Turquie, 80 millions d'habitants, c'est-à-dire moins que l'État du Bihar dont je reviens, même pas un dixième de la population indienne. Voilà. Donc c'est un monde qui est très autocentré, hein, vous le dites souvent, et l'expression est tout à fait correcte, donc assez peu sensible finalement à la conjoncture mondiale, sauf lorsqu'il y avait eu ce choc, non pas des matières premières, parce que l'Inde a été un bénéficiaire, mais sur les marchés financiers, les retraits de capitaux qui s'étaient engouffrés après la crise de 2008 sur les marchés financiers, qui ont affaibli fortement la roupie. Donc le gouverneur de la Banque centrale, Rajan, à l'époque, avait monté fortement ses taux d'intérêt, ça a cassé le crédit. Et à partir du moment où la bicyclette a commencé à freiner, des grands groupes indiens, qui sont quand même la cheville ouvrière de la croissance indienne, ont enregistré des mauvais prêts, des surcapacités. Donc on est rentré dans un mauvais moment, d'autant plus que sur le plan gouvernemental, c'était la fin du parti du Congrès. Manmohan Singh était empêtré, non pas lui, un homme très honnête, mais dans des scandales de corruption, son parti, c'était la fin. Et puis tout d'un coup est arrivée donc l'opposition, l'alternance avec le BJP, Narendra Modi, l'homme fort, qui quand même vend cette image bizarre, à la fois hindouiste et en même temps très moderne, au monde entier d'ailleurs. Alors justement, vous étiez venu, vous l'avez rappelé, il y a 3 ans sur ce plateau, au moment même où Narendra Modi accédait au poste de Premier ministre. 3 ans plus tard, quel est le bilan que l'on peut tirer de son action? C'est très étrange, cet homme-là est très étrange. Il a un alignement de planètes, je dois dire que l'expression est un peu favorite en ce moment, mais enfin lui il l'a, qui est surprenant. Il est arrivé avec un agenda qui était triple. Un agenda idéologique. C'est un fondamentaliste hindou, ça ne fait aucun pli. Faire très attention après dans les caractérisations, puisqu'on a en Turquie la même question par rapport à Erdogan, est-ce que c'est un islamiste fondamentaliste? Ce sont des catégories qu'on ne connaît pas, parce que nos politistes sont obsédés par des catégories des années 70. Voilà. Il avait ensuite un agenda politique, comme tout homme politique, être réélu. Bon. Et surtout, gagner les États de l'Inde, parce que l'Inde, c'est un État fédéral, 29 États. Si vous êtes tout seul à Delhi, que tous les États sont dans les mains de l'opposition, vous êtes un prince tout nu. Et puis, troisièmement, un agenda économique. Et il avait joué sur cet agenda économique, son bilan à la tête du Gujarat, qui est un État important, le 3e par le niveau de richesse. Et il a développé cet agenda économique. Ça a marché assez largement dans un premier temps, parce que tout d'un coup, voir l'Inde avec un gouvernement fort, volontariste, en plus il y a des libéraux, au sens économique du terme, qui sont dans son gouvernement, qui le poussent. Donc, il a relancé très nettement la croissance, et donc on a dépassé la Chine, c'est pas négligeable. Pourquoi je parle d'un alignement de planètes? Parce que ça a marché, mais pas comme c'était prévu. C'est-à-dire que l'Inde est en train de marcher en réalité, non pas par le programme libéral ou du Make India, mais par un dopage massif de la consommation des ménages indiens. C'est eux qui portent à bout de bras cette croissance, et lui-même a accentué cela en se repositionnant sur le plan électoral en direction des pauvres. Il a un discours pro-pour. Lui a été élu par des classes moyennes, il est en train de viser les pauvres. Et il y a eu 2 bols moussons. Pour ça que je parle d'alignement de planète. Ça compte en Inde encore très largement. Donc, 2 bonnes moussons, les programmes anti-pauvreté,
ça a relancé la machine par la consommation. Mais alors, ce n'est pas génial parce que sur le plan des mauvaises dettes des entreprises, sur le plan du taux de croissance du crédit, etc., on a toujours une panne de l'investissement. Même s'il y a des firmes étrangères qui vont là-bas, on n'a toujours pas embrayé sur le cycle de l'investissement. C'est le challenge de Modi dans les 2 prochaines années. Vous disiez la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau que l'Inde souffrait d'un problème de gouvernance. Alors qu'en est-il avec Narendra Modi? Est-ce qu'il s'est replongé dans l'Arthashastra? Oui, parce que l'Arthashastra, c'est une Inde ancienne, mais lui, il a ça à son chevet. Et depuis longtemps. Et j'ai découvert ce livre dans les années 80. C'est la Bible pour, on va dire, les gouvernants, sauf la dynastie des Gandhi-Nehru, qui eux ont été formés à l'anglaise et qui connaissent par cœur Rousseau, mais qui n'ont jamais prêté attention à l'Arthashastra. Donc, ce qu'a fait Modi, c'est qu'il a pris comme actif politique la crise de gouvernance terrible dans laquelle était l'Inde. Corruption massive, y compris au plus haut niveau. Et il a promis quand même à ses électeurs de nettoyer l'Inde. Et il a, je dois dire, imprégné, ça c'est vrai, dans son mode de fonctionnement, tout ce qu'on peut lire dans l'Arthashastra. Le souverain vise bien à ce que ses ministres soient à l'heure au travail. Puis il a aussi, de façon symbolique, pris un balai en lançant une grande campagne de Inde propreté, Svachh Bharat, donc lui-même. Et puis la morale comme point de départ de la gouvernance. Et la morale. Et la morale et la vertu. Alors, c'est plus facile pour lui. Il est quasiment célibataire, c'est un ascète. Enfin, il est vraiment type dans l'Arthashastra. Il faut savoir que dans l'Uttar Pradesh, le plus grand État de l'Inde, a été élu aussi, quand même, un yogi, sur les mêmes bases. Qui est végétarien, qui ne couche pas avec les femmes, qui ne se drogue pas, etc. Bon. Donc, c'est la gouvernance 2.0 pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que ce type de gouvernance conduit, elle est autocratique quand même. Elle vient d'une sorte de despote éclairé. A tendance, on le voit en Turquie, on le voit en Chine, etc., ou en Russie, a tendance à dégénérer assez vite en système liberticide, c'est pas très favorable aux innovations, etc. Et donc, on verra dans 3-4 ans. Le timing électoral, il était élu en 2014, pour 5 ans, donc lui vise 2019. Aujourd'hui, personne ne doute qu'il va être élu massivement. Jusqu'en 2019, quels sont les principaux chantiers qu'il a devant lui? Alors, le premier, c'est de faire redémarrer cet investissement. Derrière l'investissement, l'emploi. La Modinomics n'a pas créé d'emploi. Bon, c'est souvent d'ailleurs... Il faut dire qu'il a une grosse partie de la population à absorber chaque année sur le marché du travail. Oui, enfin bon, ça c'est une donnée de base. Oui. C'est un actif. Donc, mais il a créé 1,5 million d'emplois. C'est incroyable d'ailleurs de voir ce chiffre, au lieu de 10-12 millions. Enfin, je parle par an. Donc, et je le vois, les jeunes Indiens n'ont pas d'emploi. Et la raison, c'est qu'on a donc des surcapacités de production, il n'y a pas d'investissement. Et le BTP, quand même le secteur de la construction est un secteur qui avait poussé la croissance indienne vers le haut, et par démarrer à cause de la baisse des prix de l'immobilier et la démonétisation qui était son coût de novembre dernier, qui était un coût politique, a aussi, sur le plan économique, fortement ralenti les transactions immobilières. Donc son premier chantier, c'est de faire démarrer l'investissement. Donc on voit qu'il est toujours dans ce discours horizon stable, Make in India. Donc il aide les groupes privés surendettés dans des nouveaux secteurs. Ils viennent d'annoncer la construction de 10 centrales nucléaires entièrement par des industriels indiens. Donc, vous voyez, il donne du boulot à ces grands industriels pour relancer l'investissement. Puis le deuxième chantier, c'est la question internationale. Modi est un personnage qui a voyagé comme jamais un dirigeant de l'Inde n'a voyagé, plus de 50 voyages à l'étranger, et qui, pour des raisons politiques, il a besoin d'une légitimité à l'étranger. Il a ouvert l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement qu'il avait invitée à Ahmedabad dans sa ville. Un immense succès en Afrique. Donc son deuxième chantier, c'est au niveau du développement international de l'Inde, renforcer le rééquilibrage par rapport à la Chine ou par rapport à la Russie, qui sont des alliés naturels dans les BRICS, et notamment la cible, c'est Afrique, 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 Afrique. Et ça, c'est très important parce qu'on découvre que l'Inde, c'est le deuxième partenaire commercial de l'Afrique. C'est le troisième investisseur étranger en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les deux géants, dans ces deux continents,
beaucoup de points communs en réalité en termes de taux de pauvreté, de solutions à trouver. On n'est pas dans un monde chinois impérial où on met tout le monde en col bleu pour aller travailler dans des usines qui vont produire pour le reste du monde. Donc cet agenda international de Modi est un élément très très important. La Chine lui fait peur quand même, et donc il faut des alliés solides, donc ça c'est États-Unis, Japon, et il faut des débouchés en termes commerciaux, et ça c'est l'Afrique, parce qu'il y a 1,5 milliard d'habitants, et que tous les industriels indiens me disent que pour eux c'est le jackpot. Donc il se passe beaucoup de choses loin de chez nous et qu'il faut surveiller dans ces grands équilibres mondiaux. Merci beaucoup Jean-Joseph Boileau pour ce panorama très complet de ce qui se passe en Inde actuellement. Merci beaucoup. Merci.